Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler matériel de couture. Cette idée de vidéo m'est venue parce que donc là j'étais en train de coudre et je me suis servi d'un petit outil que j'ai acheté il y a pas loin d'un an je pense, dont je m'étais jamais servi. Je m'en suis servi, j'ai trouvé ça absolument naze, vraiment. Et je me suis dit en fait, ras-le-bol de ce genre de truc qu'on achète juste parce que ça a l'air d'être cool chez les autres. Et en réalité ça nous convient pas du tout. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'outils différents, j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps de nouvelles choses qui sortent. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ce petit résumé. Évidemment les avis que je vais vous donner aujourd'hui n'engagent que moi. Néanmoins je me suis dit que ça pouvait être sympa donc de répartir tous les petits outils que j'ai ou que je n'ai pas encore peut-être, mais que j'ai vu passer en 3 catégories. Donc mes indispensables, les petits trucs en plus vous voyez qui sont quand même bien sympas, qui viennent nous aider au quotidien, et ces trucs qui pour moi sont complètement superflus. Encore une fois ça dépendra de vous, mais je pense que ça vaut le coup de les voir, et puis je vous expliquerai aussi pourquoi selon moi c'est superflu. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui aussi parce que il me semble dès aujourd'hui ou depuis hier, je sais plus, il y a des offres sur Amazon. Alors c'est vrai que moi j'achète beaucoup de mes outils couture sur Amazon, ça m'arrive, j'en ai acheté quelques-uns au CSF les années précédentes, mais je vais très rarement en mercerie les acheter parce que j'en ai pas vraiment à côté de chez moi. Et l'avantage d'Amazon c'est que très souvent avec Amazon Prime on peut être livré le lendemain. Donc j'avoue que j'achète beaucoup de choses là-bas, on trouve beaucoup de choses, aussi généralement à des prix qui sont un peu plus intéressants qu'en mercerie. Donc bon, si vous avez une mercerie à côté de chez vous, vous pouvez tout trouver, ce sera peut-être plus simple. C'est vrai que là il faudra peut-être passer par plusieurs vendeurs sur Amazon. Comme je vous dis, je sais qu'il va y avoir des offres de rentrée, je sais pas du coup encore sur quoi ce sera, donc je peux pas vous dire si tous les produits que je vais vous montrer seront remisés ou non. En tout cas je sais que déjà là j'ai commencé à vous préparer les liens et il y en a certains qui ont déjà de belles remises. J'en profite du coup pour vous faire cette vidéo maintenant pour que vous puissiez potentiellement faire quelques économies sur vos achats couture. Je le précise, c'est toujours écrit dans ma description aussi, mais tous les liens Amazon que je vous donne sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez via ces liens, je touche une petite commission. Le prix reste le même pour vous, ça change absolument rien, mais voilà, ça me permet de gagner quelques centimes quand voilà, vous passez par les liens que je vous recommande. Donc écoutez, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par les indispensables. Donc la première chose, selon moi, c'est la règle japonaise. La règle japonaise, c'est vraiment un truc que j'ai découvert avec la couture, que je ne connaissais pas du tout avant. Donc il y en a plusieurs, mais la taille de base, ce sera la 50 cm par 5 cm de large. L'avantage de cette règle, c'est qu'elle est transparente, donc vous pouvez en fait très facilement ajouter, si vous avez, je sais pas, un ourlet de quelques centimètres à rajouter, ou que vous souhaitez juste ajouter une marge de couture, vous allez voir en fait en transparence votre tracé dessous, et vous allez pouvoir du coup tracer la ligne parallèle à la distance que vous le souhaitez. Je sais que maintenant il y en a des plus grandes pour du quilting ou ce genre de choses. Pour moi, s'il y en a une à avoir, c'est celle-ci. 50 cm c'est pas mal, ça se range facilement, et de toute façon quand on veut juste voilà, reporter une ligne, on a rarement des lignes droites de plus de 50 cm, donc on n'a pas vraiment besoin de plus. C'est vrai qu'un ourlet de 5 cm c'est ce qui est le plus chic, donc l'avantage c'est que là vous avez juste à prendre votre règle, vous tracez votre ligne en parallèle et vous avez votre ourlet directement. Ça fait maintenant 12 ou 13 ans que je fais de la couture. C'est celle que j'ai depuis le départ, elle tient très bien, elle fonctionne très bien. Elle a un petit peu vécu, mais ça change rien à son efficacité. Ça pour moi, pour commencer, c'est indispensable. On a ensuite un cahier de couture. Alors ça c'est pareil, c'est pas forcément indispensable pour tout le monde, je sais qu'il y en a qui ne s'en servent pas. Pour moi c'est essentiel. En fait, le cahier va vous permettre de noter vos projets au fur et à mesure. Je trouve qu'en fait ça permet de voir ses progrès, ça permet de voir qu'est-ce qu'on a cousu à quel moment, et de garder des notes sur tous les patrons qu'on va coudre. Parce que quand ça fait plusieurs années que vous avez cousu un patron, je sais que personnellement j'aime bien en fait changer tout le temps. Pour le moment, il y a peu de patrons que j'ai cousu plusieurs fois. Le cahier, ça me permet, si demain je veux recoudre un patron que j'ai cousu il y a plusieurs années, de me dire ah oui alors là, je m'étais mis ça comme point d'attention, il y avait ces modifications là aussi peut-être que je voulais faire sur le patron, à voir si mes mensurations ont changé ou pas. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et puis ça permet aussi
aussi de voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Enfin, là vous voyez, j'ai ma page de sommaire qui est juste ici. C'est assez cool en fait de me dire que j'ai quand même cousu tout ça. Des fois je me rends pas compte. Et non, j'ai quand même fait pas mal de choses. Après, pour la présentation, donc moi j'ai pris un petit cahier Clairefontaine à spirale. Je trouve que les cahiers à spirale c'est ce qu'il y a de plus pratique parce que du coup on peut facilement naviguer voilà, d'une page à l'autre. Pour la présentation à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Je vais quand même vous mettre dans les liens un cahier couture Amazon parce que je l'ai vu, mais j'avais déjà acheté celui-ci et du coup je voulais pas juste me débarrasser de celui-ci, enfin ça n'avait pas de sens. Et c'est un cahier que j'ai mis dans mes favoris depuis pas mal de temps et que j'achèterai peut-être une fois que j'aurai fini celui-ci. Je sais pas encore parce que là je vois que j'arrive, pas tout de suite mais je dois être à la moitié du cahier. Donc je me dis que quand je finirai celui-là, peut-être que je prendrai ce cahier de couture, faudrait que je le re-regarde maintenant, mais je sais que à un moment donné j'avais regardé et en fait je trouvais que les catégories qu'il y avait dedans étaient pas mal, que ça vous donnait une bonne structure en fait pour commencer. En tout cas voilà, le petit cahier couture pour moi c'est quelque chose qui vous accompagne tout le temps. Alors autre chose également qui va servir plutôt à mesurer aussi, le mètre ruban. Alors vous en avez de plein de sortes, vous en avez, vous savez, qui se rentrent dans une petite machine. J'en avais un comme ça, il est tombé, il s'est cassé, j'ai jamais réussi à le remettre. Donc pour moi, le plus pratique, c'est celui-là. Alors je sais que vous pouvez en avoir avec des centimètres d'un côté et des inches de l'autre. Comment ça s'appelle ce système du coup c'est pas le système métrique, je sais plus comment ça s'appelle mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être utile peut-être si on fait des patrons qui serait gradé en inch, pourquoi pas. Moi je vous avoue que celui avec juste le système métrique ça me va très bien. Je ne sais même pas quelle taille il fait, si du coup je l'ai là, il fait 1m50. Voilà, écoutez, il est très bien. J'en ai qu'un, c'est pareil, je l'ai depuis toujours. Je crois que celui-ci en plus c'en est un qu'on m'a donné, je l'ai même pas acheté. Voilà, il fonctionne à merveille, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est tout simple, mais c'est vraiment très très pratique pour mesurer les courbes par exemple de vos patrons ou pour prendre vos mensurations à vous. En fait, je sais pas, je pense qu'on s'en rend pas assez compte quand on fait pas encore de couture, mais vraiment moi, mes mensurations je les prends à chaque projet parce que ça arrive que je prenne quelques centimètres par-ci par-là, que j'en perde au contraire ailleurs, juste les fluctuations de la vie en fait. Et du coup c'est vrai qu'en début de projet je reprends toujours mes mensurations pour m'assurer qu'au moment où je couse le vêtement il soit à des mensurations qui me conviennent vraiment et que du coup je puisse le porter tout de suite. On a ensuite les épingles. Alors les épingles, moi j'ai une référence vraiment que je vous recommande, ce sont les Bohin épingles acier super fines 30 mm. C'est en fait la petite boîte jaune. Vous verrez chez Bohin, je crois que selon les modèles d'épingles, vous avez des boîtes de couleurs différentes. La boîte jaune, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Vous verrez que vous en avez avec des têtes d'épingles, avec ce genre de choses, qui peuvent être plus simples à attraper. Néanmoins, en général, elles sont plus épaisses. Pourquoi est-ce que je prends celle-ci? Parce que ce sont celles qui ne vont pas abîmer vos tissus les plus fins. Donc typiquement la soie, très fine même en synthétique, comme l'acétate, le polyester. C'est vrai que si on prend des épingles trop épaisses, le problème parfois c'est qu'elles vont laisser un peu des trous dans les vêtements. Alors même si après avec le lavage ça peut se remettre etc, c'est vrai que la soie c'est quelque chose qu'on va laver assez délicatement et pour moi c'est une matière à laquelle il faut faire très attention, il faut éviter de tirer des fils aussi. Ça c'est celle que j'ai depuis super longtemps. À une époque je retrouvais pas cette boîte, du coup j'en ai racheté, donc en fait maintenant j'ai 2 boîtes. Je n'ai pas du tout besoin de 2 boîtes sincèrement. Là dans celle-ci il y a 500 épingles, c'est amplement suffisant. Le seul moment où vraiment je pourrais utiliser presque une boîte entière, c'est si je fais une très grosse pièce comme je sais pas, un manteau ou un vêtement long, quelque chose comme ça. Quand je viens de décalquer en général j'épingle du coup le patron sur mon tissu. Je laisse les pièces de patron épinglées sur le tissu jusqu'à ce que je les couse. Ça me permet de pas me mélanger dans mes pièces. Donc éventuellement dans ce genre de cas je pourrais vraiment arriver à avoir besoin de toutes ces épingles. Sinon je m'en sers jamais d'autant. D'ailleurs je vous montrerai après où est-ce que je les ai réellement. Ça dans la boîte c'est mon stock en fait. Je les utilise pas comme ça au quotidien. Une autre chose, alors évidemment je ne l'ai pas précisé, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo là-dedans, mais si vous voulez coudre des vêtements, vous avez besoin d'une machine à coudre, de tissus, de fils, voilà, tout ce genre de choses. Les fils et les tissus c'est vraiment des choses complètement à part, je vais pas du tout rentrer dedans, ça n'aurait aucun intérêt.
Concernant la machine, si ça peut vous intéresser, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Je pensais de toute façon vous faire une vidéo aussi de retour sur ma machine à coudre actuelle. Ça va faire 2 ans que je l'ai, je l'avais acheté il y a 2 ans au CSF. 2 ans dans quelques mois. Je pense que maintenant je l'ai bien prise en main et que je pourrais vous donner un avis assez objectif dessus. À savoir que de toute façon la meilleure machine à coudre c'est celle qui correspond à vos besoins. On reviendra pas là-dessus. Néanmoins je pense que ça peut être cool de faire le tour de, voilà, de ces spécificités, etc. Et ce serait peut-être l'occasion du coup de vous parler de machines à coudre en général et de comment bien choisir la vôtre. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire ça. En tout cas sachez que le lien de ma machine à coudre est systématiquement en description de chaque vidéo. C'est la Husqvarna Viking Opal 690Q que donc moi j'ai acheté au CSF, que vous pouvez trouver dans plusieurs magasins de machines et que vous trouvez aussi sur Amazon, j'ai vérifié, c'est vraiment la même. Donc voilà, le lien qui est en description c'est le lien de ma machine si vous la cherchez. Donc je rentrerai pas en détail là-dedans. Néanmoins, une chose à laquelle on ne pense pas quand on commence la couture, enfin moi vraiment je me doutais pas, des aiguilles pour la machine. Celles-ci viennent de Bohain, elles sont très très bien. Celles-là, je ne sais pas d'où elles viennent, je sais pas d'où je les sors. J'ai dû les prendre dans une mercerie ou sur un marché ou un truc. Elles sont pas folles, elles tiennent pas, je vous conseille vraiment de prendre de la marque, ça fait vraiment la différence. Moi je prends en général les Bohain, les Schmetz ou là je me sers encore sur certaines de celles qui étaient avec ma machine, parce qu'en fait quand j'ai acheté ma machine j'avais un lot de 5 aiguilles à coudre je crois. Donc une 70, une 80, une 90, une 90 stretch, une 90 jean, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a certaines que j'ai pas encore utilisées, et puis les autres, bah voilà, j'ai du stock. Alors là je vous montre que celle-là, j'en ai de toutes les façons. C'est hyper important d'acheter des aiguilles qui vont correspondre à votre tissu, déjà. Donc on ne coupe pas un manteau et un maillot de bain avec les mêmes aiguilles, ça c'est certain. Et c'est important aussi d'avoir du stock parce que vous le verrez, même déjà au début, mais même en fait ensuite, les aiguilles ça casse. Y a pas à dire, des fois il y a un loupé, des fois c'est même pas de votre faute, c'est juste qu'il y a un bug au niveau de la machine et en fait elle va venir taper sur la plaque au lieu de passer en dessous et boum, l'aiguille va sauter. Plein de raisons qui font que vos aiguilles vont casser. Il y a aussi qu'à un moment donné elles vont mousser un petit peu, donc en fait il faut les changer. Alors il y a différentes règles par rapport à ça, certains disent que c'est au bout, je crois que j'avais vu de 8 ou 12 heures de couture, d'autres disent que c'est à chaque projet. Moi je le fais un petit peu au feeling pour être honnête, ne lésinez pas là-dessus. Non seulement il faut du stock d'avance parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes au beau milieu de votre journée couture le dimanche ou quoi, que l'aiguille saute, que vous n'en avez pas d'autres et que tout est fermé, vous pouvez pas aller en acheter. Et aussi prenez-en de qualité parce que vraiment il y a une vraie différence en fait pour ce genre d'article. Alors on va passer aux ciseaux et là j'ai quelques paires à vous montrer. Voilà, tout ça. Et encore, je sais que certaines collectionnent les ciseaux, moi c'est vraiment pas mon cas, c'est juste qu'ils ont tous une utilité un petit peu spécifique. Donc on va commencer par les plus petits, qui sont ces petits ciseaux-ci, qui sont des ciseaux de broderie. Je les ai achetés sur Amazon, donc je vous mettrai le lien exact en description. Pourquoi de petits ciseaux comme ça? Pour couper les fils, tout simplement. Quand on est en train de coudre, après chaque couture on va avoir des petits fils qui restent, même si moi j'ai un outil coupe-fil sous la plaque qui va venir couper le fil de canette. J'ai quand même besoin de couper le fil qui vient du dessus, le fil de bobine. Et ces petits ciseaux là sont très pratiques, prise en main très simple. Ils sont bien aussi quand je fais de la couture à la main et que ça m'arrive très souvent quand je pars par exemple en week-end ou ce genre de choses. Je prends des projets sur lesquels il me reste de la couture à main à faire, comme ça dans le train, dans le bus ou quoi que ce soit, je peux faire ça. Et l'avantage c'est qu'ils sont tout petits, donc ils sont faciles à transporter. Ils sont pas mal pointus quand même, c'est pratique aussi. Voilà, c'est simplement beaucoup plus maniable en fait que des gros ciseaux comme ça pour juste couper un fil. Et je trouve ça plus mignon que vous savez, l'espèce de mini ciseaux là, les trucs, comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle un coupe-fil d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment pas esthétique. Alors c'est bête hein, mais je sais pas, j'ai acheté ceux-là et je trouve qu'ils sont très bien. Donc c'est mon petit plaisir, je les ai tout le temps avec moi. On a ensuite ces ciseaux-ci qui sont des ciseaux cranteurs. Donc ceux-là viennent de chez Prime. Les ciseaux cranteurs, vous en avez différentes sortes parce qu'en fait vous avez des tailles dedans qui peuvent être différentes en plus des tailles de lame. Je vous avoue que je sais plus, moi j'ai pris ça un petit peu au hasard. J'ai pas fait plus attention que ça.
L'essentiel pour moi sur des ciseaux, c'est qu'ils soient en acier inoxydable pour qu'ils vieillissent bien, tout simplement, parce que les ciseaux, ça se garde dans le temps. Je vous conseille aussi de prendre plutôt des ciseaux de couture. Alors, je ne sais pas si vous prenez des ciseaux à papier, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'ils sont plus ou moins aiguisés? J'en sais rien, en tout cas, moi j'ai pris cela et j'en suis très contente. Pourquoi des ciseaux cranteurs? Moi c'est pareil, ça me semble indispensable parce que, surtout quand on commence, on n'a pas forcément de surjeteuse, on n'a pas forcément toutes les techniques pour faire de très belles finitions. L'avantage de ces ciseaux, c'est que par exemple dans les courbes, quand il faut cranter, maintenant moi j'utilise uniquement ça. C'est toujours un peu dangereux, surtout quand on n'a pas la main, de venir faire des petits crans au plus près de la couture. Le nombre de fois où ça m'est arrivé au départ de passer la couture et donc en fait il faut recommencer sa couture. En plus on se retrouve avec un petit trou, enfin c'est vraiment pas pratique. L'avantage de ça c'est que du coup ça va venir enlever un petit peu de matière, donc dans les courbes c'est très bien, mais aussi quand vous avez par exemple des cols ou des poignets et qu'en fait vous voulez éviter les surépaisseurs à l'intérieur du tissu, évitez aussi que le tissu s'effiloche prématurément pour des tissus qui s'effilochent beaucoup. Moi j'aime bien, je vais pas forcément venir surjeter une couture qui sera cachée dans un poignet. En revanche, venir la finir au ciseau cranteur, ça permet quand même de la préserver un petit peu dans le temps. Donc comme je vous disais, ceux-là viennent de chez Prime. Ça fait partie des liens que j'ai déjà trouvés là pour vous les mettre en description. J'ai vu que vous aviez en fait sur la même annonce les ciseaux cranteurs et les ciseaux pas cranteurs. Donc je vous les mettrai et comme ça si vous voulez acheter les deux ensemble, au moins ça vient du même vendeur, vous recevez un seul colis, enfin voilà c'est pas mal. Moi les ciseaux que j'ai, les ciseaux donc de tailleur, donc qui sont des ciseaux classiques, hein, les ciseaux droits, avec des grandes lames, ils ne viennent pas de chez Prime tout simplement parce que ce sont des ciseaux qu'on m'a très gentiment donné quand j'ai commencé la couture. Ce type de paire de ciseaux ça coûte vraiment très cher. Moi ils sont 100% en acier, vous avez de très bonnes marques qui en font. Le jour où vous voulez investir, vous avez plein de marques en ligne. Je pense que c'est un super investissement, c'est aussi un super cadeau à faire à une couturière si vous en avez une autour de vous. Néanmoins, c'est pas forcément un budget qu'on veut mettre dès le départ. Donc ceux de Prime que je vous mettrai en description sont déjà très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la lame est grande et plus le prix va augmenter, forcément. Moi, ceux-ci, alors je vais vous dire, ce sont des ciseaux de... Ceux-là font 20 cm. Quand on mesure les ciseaux, d'ailleurs, vous le verrez quand vous choisirez les vôtres, sachez que la mesure qu'on vous donne, c'est la mesure des ciseaux en entier, pas uniquement la mesure de la lame, c'est important. Plus la lame est grande et plus vos découpes seront nettes, tout simplement. Parce que si on doit mettre plein de petits coups de ciseaux, on risque d'avoir plein de petits décrochés, vous savez, sur le tissu, surtout si celui-ci se découpe pas très bien, ou si vos lames sont pas très bien aiguisées. Et ça permet aussi juste d'aller beaucoup plus vite, forcément. Maintenant, pourquoi les prendre en acier 100% puisque vous pouvez avoir aussi, vous voyez, hein, les manches en plastique. Moi, je trouve que ceux en acier sont plus lourds et du coup, je trouve que j'ai une meilleure prise en main quand je découpe. J'ai plus de maîtrise en fait dans ce que je fais. Donc pour rien au monde je ne changerai ceux-là. Comme je vous le dis, c'est des ciseaux qu'on m'a donné quand j'ai commencé la couture. Ils avaient déjà quelques années quand je les ai eus, ils fonctionnent encore très très bien. La marque c'est Greenwell Cutting, mais je crois que j'avais cherché que ça n'existe plus malheureusement. Mais bon, après du coup je les aiguise de temps en temps et ça fonctionne bien. Voilà, si vous voulez investir, je trouve que c'est un super investissement. Et si pour le moment vous voulez quelque chose d'un petit peu moins cher, vous avez le lien que je vous ai mis en description. Dans la même lignée, j'ai ceci. Alors je ne me suis pas encore servie parce qu'il faut que je les... Je pense que je vais passer un petit coup de pierre d'argent dessus. Vous voyez, ils sont pas mal abîmés là, mais en fait c'est pas... Enfin l'acier n'est pas abîmé, hein, je crois pas. C'est juste que ils ont, je pense, un peu pris l'humidité. Et ils ont quelques années. Ce sont des ciseaux, donc là on est sur une taille bien plus grande. Ceux-ci font 37 cm. Et en fait ce sont des ciseaux que j'ai trouvés au détour d'un vide-maison. Je crois que vous en avez parlé un petit peu sur Instagram. En fait un dimanche on a vu un vide-maison avec Alexis. En fait on allait vers une brocante et on a vu que sur le chemin il y avait ce vide-maison, donc on s'est dit qu'on allait passer. Et il s'avère que c'était la maison d'un monsieur et d'une dame qui déménageait dans un appartement, donc qui faisait pas mal de vide. Et le monsieur était un ancien tailleur. Alors en réalité il avait fermé son atelier depuis déjà pas mal d'années, donc il y a beaucoup de choses dont il s'était déjà débarrassé. Mais il y avait ces ciseaux que je crois qu'on a vus, je crois que c'est Alexis qui les a vus. Il m'a dit mais regarde, c'est des ciseaux de couture.
Du coup le monsieur nous a demandé, il a dit ah vous faites de la couture etc. Et du coup il nous a sorti aussi quelques tissus. Alors malheureusement il n'avait plus grand chose, c'était beaucoup de lainage et moi j'évite le lainage puisque j'y suis allergique. Mais il y avait un coupon de tissu noir, je saurais pas exactement vous dire ce que c'est, je pense que c'est un coton à mon avis, mais vraiment un tissu tailleur qui était très très beau avec une chemise, une veste pour homme déjà dessinée dessus, prêt à être découpé. Malheureusement bon bah le monsieur l'avait jamais découpé et moi j'ai regardé mais c'était pas la taille d'Alexis donc je l'ai pas gardé, j'ai juste passé le tissu en machine et je me ferai par contre pour moi une veste dedans. Mais du coup j'ai pris ce tissu et les ciseaux et quand j'ai demandé le prix au monsieur il m'a dit écoutez je vous fais le prix du tissu soit 20 €. Je pense que j'ai à peu près 1m50 sur 1m40, peut-être un peu plus d'1m50, quelque chose comme ça en tout cas sur le tissu. Et donc en fait les ciseaux étaient plus ou moins gratuits. À savoir qu'on a regardé après et ce type de ciseaux ça vaut dans les 600 € à peu près quand vous prenez une bonne marque. Celle-ci j'ai du mal à la lire, ça ressemble à Cogetrin, Nogent Chrome, quelque chose comme ça. Je sais qu'à Nogent, c'est réputé, ils ont de très bonnes paires de ciseaux, ils fabriquaient des ciseaux à l'époque, je crois qu'ils en font toujours aujourd'hui. Donc ces ciseaux sont incroyables, ils vont me permettre de découper encore plus vite le tissu puisqu'ils sont encore plus grands. Il y a une petite chose en revanche, je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a des petites boules de chaque côté, je sais pas exactement à quoi ça sert. Si vous avez une idée, je suis preneuse, sinon faudrait que je regarde un de ces jours sur internet. En tout cas je sens déjà rien que là le tranchant, je peux vous dire qu'il coupe très très bien. Mais voilà, du coup j'ai hâte de les remettre en état, j'ai pas encore pris le temps de le faire. C'est quelque chose que je ferai prochainement. Et en plus voilà, c'est très marrant, le monsieur nous a filé le protège ciseaux qu'il avait fait un peu de fortune mais qui fonctionne très très bien. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas d'essayer de m'en servir parce que c'est voilà, vraiment une très 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 belle paire bien sûr. Dans la lignée des trucs qui coupent, mais celui-ci qu'on apprécie un petit peu moins, le découpe-vite. Alors le découpe-vite, si vous ne connaissez pas, c'est un petit outil qui va vous permettre de découdre vos coutures très vite. C'est le truc dont on n'a pas envie de se servir et quand on commence on a vraiment envie de se dire que non j'en aurais pas besoin etc. Et ben croyez-moi vous en aurez besoin, on en a toutes besoin malheureusement, même encore des années après on en a besoin. Ça arrive que on se soit trompé en faisant notre couture, ça arrive qu'il y a un petit pli, ça arrive que voilà, qu'il y a plein de choses. Et du coup, un petit outil comme ça, c'est très très utile. Alors je crois que normalement quand vous l'achetez, il y a un bouchon qui va, un petit capuchon plastique qui va dessus. Moi, je crois que quand on me l'a donné, il y avait déjà plus le capuchon en plastique. Le mien est quand même assez grand. Je sais qu'il y en a des plus petits, souvent qui sont vendus par deux. J'ai essayé là justement de vous trouver un lien. Impossible d'en trouver un qui soit vendu tout seul. Donc ça, franchement, je vous mets un lien au cas où en description. Si vous pouvez juste en trouver un dans la mercerie près de chez vous, ce sera plus économique. Selon moi, il n'y a pas besoin d'en avoir 2 ou 10. Il y a des trucs, je vois des lots où il y en a plein. Franchement, celui-ci, je vous dis, on me l'a donné. Je m'en sers toujours, il fonctionne toujours très bien. Depuis, moi ça fait des 12-13 ans. Vous n'avez pas besoin d'en acheter plein au cas où le vôtre casse, au cas où, sincèrement, j'ai jamais entendu parler d'un découvite qui casse. Je vous dis une bêtise, genre, je crois que... Est-ce que c'est ça? Je sais que Friendly Couture a cassé un truc il y a pas très longtemps. Dans une de ses vidéos, elle disait qu'elle avait roulé dessus et je crois que c'était son découvite. Je suis pas sûre, il me semble que c'était ça. Mais voilà, circonstances exceptionnelles, sincèrement, juste en vous en servant normalement, il n'y a pas de raison qu'il casse. Un outil en tout cas vraiment vraiment indispensable, mais n'en achetez qu'un, vraiment, vous en aurez pas besoin de plus. Alors je me demande ce que donne la lumière pour vous, parce que peut-être que je vais mettre un petit peu plus en arrière, parce que du coup le soleil s'est levé, pour une fois je filme le matin, et je pense que du coup j'ai le soleil un petit peu dans la figure, donc j'espère que ce sera pas trop gênant pour vous à l'écran. Autre chose ensuite, je crois que ce sont mes derniers indispensables, hein, si je dis pas de bêtises. Des outils pour marquer votre tissu. Alors peut-être vous mettre ça dans le bon sens. Il y en a plein, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Je sais que certaines utilisent des stylos friction, donc qui sont ces stylos qui s'effacent avec la chaleur, si je dis pas de bêtises. Il y en a qui s'effacent à la machine, enfin il y a de tout. Ceux-là je les ai pas testés, moi j'ai toujours eu super peur et j'ai entendu en plus que sur des tissus blancs ça pouvait ressortir après à la machine et tout. Bon voilà, ça me fait un peu peur. Moi j'ai appris avec des craies de ce type, je trouve que c'est pas pratique. Sincèrement, ça se casse, c'est pas très précis, c'est pas... Voilà, j'en ai une donc je la garde, mais voilà, les craies comme ça pour moi c'est pas... C'est ce qu'il y a de plus académique, je dirais, les craies tailleurs de ce type. Je trouve pas ça fabuleux, je vous les montre quand même. Ce que je préfère en craie, c'est ça. Donc ça vient de chez Prime, je sais qu'il y en a d'autres qui le font, mais je l'avais acheté justement sur Amazon. L'avantage de ça, alors...
la gomme, je m'en suis jamais servi. Je sais pas si ça gomme vraiment la craie, sincèrement. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez donc ce stylo et que vous avez la mine que vous enlevez. Donc, ce qui est pratique avec celui-ci, c'est que vous avez plusieurs couleurs. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces couleurs? Pas forcément, mais écoutez, ça a le mérite d'exister. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir du blanc et une autre couleur, puisque sur du blanc, il nous faut une autre couleur. Et sinon, moi, sur tous les tissus un peu plus foncés, j'utilise du blanc, ça fonctionne très bien. Je l'utilise depuis un bon moment maintenant, je crois que je suis arrivée au bout de une mine seulement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, ça trace bien et surtout, je vous l'ai pas pris ici, mais en fait c'est vendu avec un petit taille-crayon, taille-craie en l'occurrence. Et ça vous permet du coup de faire des lignes qui sont assez précises, tout dépend de votre tissu, ça c'est comme toujours. Il y a des tissus qui marquent mieux que d'autres, surtout à la craie, mais vraiment pour moi ça c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Et autre chose qui est pas mal si on veut quelque chose d'encore plus précis, par exemple pour des pinces, vous avez des stylos un petit peu plus fins. Alors là, en cherchant le lien, j'ai vu que Boin en avait de 10 000 sortes. À vous de voir ce que vous préférez. Je pense que le mieux, sincèrement, c'est d'essayer et de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, j'ai acheté celui-ci au CSF, donc il a une pointe fine. Je sais pas si j'ai la taille de la mine. Non, j'ai juste Iron Marker White. Crois du coup que celui-ci s'efface au fer à repasser à la vapeur du fer. Je suis plus très sûre. En tout cas voilà, je le trouve très bien, je vous dis, pour faire des pinces par exemple. Pour faire vraiment des choses très délicates, très discrètes, très précises aussi, parce que la pince forcément quand on la fait à la craie qui est pas bien taillée, quand votre trait il fait 3 mm, forcément on n'est plus assez précis. Ça c'est pas mal. La seule chose c'est qu'il faut faire attention. En fait au départ vous aurez l'impression que votre stylo ne marche pas. Moi c'est l'impression que j'ai eu, je comprenais pas. Je me suis dit bah j'ai eu un truc défectueux, tant pis pour moi. Et en fait non, il faut vraiment tracer une seule ligne et au bout de quelques secondes elle apparaît. Le truc c'est que si, comme moi j'ai essayé au départ, vous tracez, ça n'apparaît pas, on se dit bon bah ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il faut faire un peu la mine et tout. Je repasse plusieurs fois, ah là ça n'apparaîtra jamais. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, ça demande de prendre un petit peu le coup de main. C'est pas le truc dont je me sers le plus et... Alors, en plus je vois que bon, en termes d'encre, ça a l'air de s'user assez vite hein, parce que je m'en sers pas beaucoup et est-ce que l'encre sèche ou je ne sais pas mais... Je suis déjà à moins de la moitié. Pour moi, le mieux c'est ça, vraiment. Après, voilà, encore une fois, testez et voyez ce qui vous convient le mieux. On va passer ensuite au petit plus. Je sais pas trop comment appeler cette catégorie, mais disons que c'est des choses un petit peu plus optionnelles qui néanmoins viennent bien vous aider au quotidien. Après voilà, c'était des choses que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure que vous cousez de plus en plus et du coup que vous trouverez utile avec le temps. La première chose, ce sont les petites pinces comme ceci, je sais pas si vous les verrez bien. Alors en plus évidemment normalement elles sont colorées, là forcément j'en ai pris 4-5, évidemment je suis tombée sur celles qui n'étaient pas colorées. Vous voyez ce sont des petites pinces crocodiles comme ça qui n'ont pas de dents, c'est très important pour ne pas abîmer votre tissu. Vous en trouvez un petit peu partout, sincèrement ça coûte très cher pour ce que c'est vraiment. Moi je les utilise, je crois que j'avais pris 2 packs parce que je pense qu'un pack vous avez genre 10 pièces. Je pense que j'avais pris 2 packs. Et je m'en suis servi notamment quand j'avais cousu des culottes de règles parce que on utilise un tissu qui s'appelle le pull, qui est un tissu qui va rendre le produit, j'ai envie de dire hermétique, c'est pas hermétique le mot, mais qui va permettre de rendre le vêtement, j'ai envie de dire waterproof, mais c'est pas ça le mot. Enfin vous voyez comme un ciré en fait, pour que l'eau glisse dessus et n'imprègne pas le tissu. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et en fait, bah évidemment pour que ce type de tissu soit efficace, il ne faut pas qu'il y ait de trous dedans. Donc si vous l'épinglez au moment de coudre, forcément ça ne fonctionne pas. Donc j'avais utilisé ces petites pinces, je trouve que c'est pratique, je m'en suis servi ensuite pour coudre du jersey aussi. Je trouve que c'est pas mal. Pour moi c'est pas indispensable pour commencer, on peut faire énormément de choses juste avec des épingles. Maintenant voilà, pour certains projets c'est pratique. Après c'est vrai que je vous l'ai pas dit, pourquoi est-ce que je vous recommande ces épingles aussi? Parce qu'elles passent sous la machine à coudre. Alors il faut toujours faire attention parce que si vous allez vite et que votre épingle tape sur une épingle, ça peut exploser l'épingle, l'aiguille, et là vous avez intérêt à porter des lunettes parce que si ça arrive dans les yeux, c'est très très dangereux. Donc il faut toujours faire attention avec ça. Néanmoins, celles-ci sont faites pour que vous puissiez coudre avec, et comme elles sont en fait très fines, si vous n'allez pas trop vite dans la couture, en fait l'aiguille, même si elle arrive et qu'elle arrive au départ sur l'épingle, en fait elle va glisser à côté et elle va piquer à côté. Le problème c'est que si votre épingle est trop épaisse, ce sera pas possible.
Donc c'est aussi pour ça que moi j'utilise ces épingles là, parce que du coup quand on coud ça va plus vite, on n'a pas besoin d'enlever les petites épingles au fur et à mesure. Le problème c'est que du coup quand on met des pinces comme ça, c'est absolument pas envisageable. Donc voilà, c'est après à vous de voir ce qui vous arrange. Moi j'avoue que je m'en sers pas tant que ça. Maintenant que je couds beaucoup, c'est vrai que ça me sert quand même et c'est bien de les avoir. Voilà, c'est vraiment pas indispensable pour commencer. Autre chose, alors qui pour moi maintenant est indispensable, mais qui ne l'est vraiment pas quand vous commencez, c'est un poignet métallique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'en fait la boîte d'épingles c'est pour moi du stock, mais je m'en sers pas au quotidien. Ce dont je me sers au quotidien c'est de ça. Alors le mien est cassé, je sais pas si vous le verrez trop là, mais en fait il est fissuré, je crois qu'il est tombé une fois. J'ai hésité à en racheter un et en fait je crois que c'est quand même un petit budget. Et je me suis dit qu'en fait il fonctionnait très bien, c'est juste que j'ai mis un petit bout de scotch pour pas que les épingles tombent dedans et se coincent dedans parce que du coup c'est chiant. Mais ça pour moi c'est révolutionnaire. Donc vous pouvez le porter sur le poignet évidemment. Alors si on veut, moi j'avoue que je ne m'en sers absolument jamais comme ça. Il est juste tout le temps posé à côté de moi. L'avantage c'est que si je suis en train de coudre, donc je fais ma petite couture, j'enlève mon épingle, hop, et voilà. L'épingle vient en fait, comme il est aimanté, elle vient se coller dessus directement. C'est super pratique pour ça déjà. On gagne un temps fou. Quand on prend une épingle, on n'a pas 15 qui viennent avec aussi, puisque les autres en fait restent attirés par l'aimant et restent dessus. Et aussi, là où c'est vraiment magique, c'est quand on a le malheur de faire tomber sa boîte d'épingles, ce qui nous est à toutes arrivé un jour, et si c'est pas encore le cas, ça vous arrivera très probablement. L'avantage de l'aimant, vous le passez comme ça au sol, et il chope toutes les épingles. C'est pratique aussi, moi chaque fois que je termine une grosse session de couture, je fais ça sous mon bureau, parce qu'il y a toujours une épingle qui tombe. Franchement, je pense que chaque fois que je fais le ménage, je retrouve des épingles qui se baladent. En plus, moi j'ai un parquet au sol, donc en fait un très vieux parquet. Donc il y a des endroits où il y a des petites marques noires, où il y a des petites taches, où il y a plein de choses. Impossible de voir les épingles. En plus il est vitrifié, donc en fait ça brille. Enfin, toujours très compliqué de les retrouver. Avec ça, je me fais pas de soucis, je passe. Il y en a quand même toujours qui se baladent, mais il y en a quand même beaucoup moins. Pour moi, c'est devenu quelque chose d'indispensable. Après, quand vous commencez, franchement, voilà, vous pouvez faire juste avec la boîte, ça fonctionne bien. En revanche, ma recommandation, c'est si vous voulez acheter un poignet, plutôt que de prendre les poignets en mousse sur lesquels vous plantez des épingles, prenez ça. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique au quotidien. Alors, autre chose, c'est... Hop, ça, j'en ai plusieurs. Ces petites choses-là. Ces petites choses-là, ce sont des outils pour faire du biais. Alors, j'en ai un lot de 5 que j'ai acheté sur Amazon aussi, à l'époque. Donc ça, c'est quand vous voulez faire votre biais vous-même. En réalité, maintenant, j'en achète du tout fait en mercerie. Je vais chez Fil de Mille à Paris et c'est 30 centimes le mètre, je crois. Donc pour 3 €, vous avez 10 mètres. Je vous avoue que maintenant, je fais ça. Je prends du blanc, du noir. Je trouve que c'est très pratique, ça me suffit amplement pour mon utilisation. Maintenant, ça peut m'arriver quand je couds un patron que je vois qu'en fait on va mettre du biais qui sera apparent et j'ai peut-être envie de le faire dans le même tissu. Je vais prendre mes outils pour faire du biais. Ça marche aussi, je vous montrerai du coup dans un prochain bilan couture ce petit short, normalement ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Ce petit short que j'ai fait. Donc il y avait des liens à faire, on nous expliquait comment les faire, vous savez comme les bretelles spaghetti. On fait le tube, on le retourne, etc. Moi je galère toujours. Maintenant ce que je fais c'est que je fais comme un biais, je prends mon morceau de tissu, je le replie en 4 et je viens faire une petite piqûre tout du long. Ça fonctionne très bien. Et l'avantage de ces petites choses c'est que du coup le biais se fait tout seul, il faut juste bien réussir à insérer le tissu au départ, ça prend un petit coup de main, mais ensuite ça se fait tout seul. Pourquoi j'en ai plusieurs? Parce qu'il y a différentes tailles. Alors pourquoi... Alors quelle est la taille exactement? Je pense que ça c'est pour faire un biais de 9 mm, ça c'est du 12 mm. J'ai quoi? J'ai même du 6, j'ai du 25 et j'ai du 18. J'en ai pas besoin d'autant, très sincèrement. Je sais que quand je les ai achetés, j'en avais vu, la majorité des kits en avait 4. Je me suis dit, ah celui-là il en a 5, ça doit être mieux, etc. En réalité, celui dont je me sers le plus, j'ai un doute, je pense que c'est le rouge, de 18. En général, c'est de celui-là dont je me sers le plus, ou peut-être le jaune, du 12, je sais plus. Mais voilà, après, ça peut quand même être utile, je veux dire, celui-ci,
qui est du 25. Je pense que quand on a un tissu un petit peu plus épais ou sur un manteau sur une grosse pièce où on veut du coup faire un biais qui soit un peu plus visible, etc., ça peut être très utile. Je dis là maintenant, est-ce que c'est indispensable? Pas du tout. Du biais, ça peut s'acheter tout fait. Et puis vous pouvez aussi juste le replier sur lui-même. Enfin voilà. L'avantage, c'est qu'on gagne un petit peu de temps. Je vous montrerai pas ici comment faire du biais, c'est pas le but de la vidéo, mais vous avez plein de tutos sur YouTube. Moi je vous avoue qu'au départ je l'ai acheté, j'ai rien compris, j'ai regardé un tuto sur YouTube, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, ça reste néanmoins des petits outils qui sont bien pratiques, mais selon moi pas indispensables pour commencer. On a aussi ce type de règle, donc vous le voyez, celle-ci vient de Prime, moi je la range toujours dans son emballage d'origine. Il y a, en fait je crois qu'il y en a deux, ouais, vous avez deux règles, ce sont des règles en carton faites pour le repassage. En réalité vous pouvez prendre n'importe quel bout de carton, soyons honnêtes. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle est fine et que vous avez des petits trous un petit peu partout qui permettent de faire passer la vapeur. En fait, quand on va venir faire un ourlet par exemple, c'est très chiant de devoir, parce que moi j'ai commencé la couture, ce genre de truc n'existait pas. Hein. Donc en fait il fallait venir mesurer avec la règle, en faisant très attention, il fallait se mettre sur un bureau pour mesurer, parce que du coup je mesurais avec ma règle en plastique. Forcément si vous la mettez sur une table à repasser chaude, et ben, la règle elle va fondre, elle va se déformer. Donc chose à ne surtout pas faire. Donc moi je me mettais sur un bureau, je mesurais mon ourlet, je l'épinglais, ensuite je venais sur la table à repasser, je repassais mon ourlet, j'enlevais les épingles petit à petit. C'était très très long, très très fastidieux. Avec ça, vous avez juste à poser votre règle, vous venez plier le tissu comme ça dessus, vous vous dites ok je veux un repli d'1 centimètre, je me cale sur 1 centimètre et boum je passe le fer. Et du coup cette règle là ne va pas se déformer, elle va laisser passer comme je vous disais la vapeur, donc en fait elle va pas cramer. Je vous conseille quand même de l'utiliser, vous voyez vous l'utilisez une fois dans un sens, après vous retournez dans l'autre sens, voilà, histoire de répartir la chaleur dessus et ne pas la faire brûler non plus. Mais ça fonctionne bien. Celle-ci, je pense que je m'en suis pas encore servie, mais pour les petites pièces, ça peut être pas mal. Voilà, moi j'ai pris celle-ci chez Prime. Je sais pas si d'autres en font, peut-être. Moi je vous mettrai en tout cas si je le trouve le lien de celle-ci, parce que je trouve qu'elle est très bien en termes de taille, en termes d'utilisation. Ça fonctionne bien. Et l'emballage est très pratique pour bien la ranger. Donc je vois que du coup la petite fait 15 par 5 cm et la grande fait 30 par 10. Voilà, à titre indicatif. Cet outil ensuite qui vient également de chez Prime, c'est un porte-cône. Alors, là du coup le côté facultatif va plutôt venir de vos fournitures. Si vous cousez dans votre machine avec juste des petites bobines de fil, vous allez pouvoir les mettre directement dans la machine, il n'y aura pas de problème. Maintenant si vous prenez des cônes, moi c'est ce que je fais maintenant pour du fil blanc, du fil noir, j'achète plus les petites bobines de polyester. Même si, en réalité, il n'y a pas à dire, quand j'enfile ma machine, je vois clairement la différence entre un fil Gutermann et un fil de cône qui va être un peu plus mousseux, un peu plus épais. En réalité, je préfère 1000 fois le fil Gutermann, mais c'est quand même vraiment pas le même prix. Donc pour du fil noir, du fil blanc, j'ai des cônes. Et le cône, il tiendra pas sur le petit embout de votre machine à coudre, hein, très clairement. Dans ce cas-là, vous prenez cet outil. Donc ça, c'est de la fonte. Ça, c'est métallique. Vous venez poser votre cône. Vous pouvez donc le resserrer juste ici pour bien le caler, et en fait une fois que vous posez le cône dessus, l'avantage avec le poids c'est que du coup il va bien rester en place. Vous faites passer le fil juste ici et ensuite vous venez enfiler votre machine de manière tout à fait classique, et même si vous cousez très vite etc, en fait le cône va tourner rapidement là-dessus. Néanmoins, la pièce va rester bien stable et du coup vous n'aurez pas de souci de cône qui se balade ou quoi que ce soit. Ce qui serait le cas si vous posez juste votre cône derrière la machine sans un support, ça fonctionnera pas. La bobine va tomber, se dérouler dans tous les sens. Là ça permet vraiment de la maintenir en place. Donc comme je vous disais, ça va surtout dépendre du matériel que vous utilisez. Que vous soyez débutant ou très très confirmé en couture, si vous n'utilisez que des petites bobines et pas de cône, vous n'aurez pas besoin de ça. Maintenant, si au contraire vous utilisez des cônes, quel que soit votre niveau, ce genre d'outil ce sera indispensable. Il me semble que globalement ça coûte 15 €, entre 15 et 20 €. Je sais pas s'il y a d'autres marques qui le font, moi j'ai toujours connu celui-ci. On a aussi de ce petit outil qui est un perroquet. Donc en fait on va terminer cette catégorie avec des outils de mesure. On a, alors je vous avoue je sais jamais si ça c'est un perroquet ou un pistolet. Je reviendrai dessus. Une équerre et une grande règle métallique. Alors on va commencer par une petite chose. Comme je vous disais, je sais jamais si c'est un perroquet ou un pistolet. Je crois que la différence, c'est si vous avez cette courbe-ci en plus. Il me semble, mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'affirme. C'est quelque chose que j'ai acheté, pareil, il y a 10-12 ans.
que je n'ai jamais changé. C'est très utile. Je le mets dans les pas indispensables parce qu'en réalité vous en aurez besoin quand vous allez commencer à modifier vos patrons. Ou carrément faire du patronage, mais ça c'est encore forcément un autre niveau, donc encore d'autres outils. Mais si vous commencez à modifier un peu vos patrons parce que vous commencez à prendre le coup de main, quand vous allez avoir besoin de modifier des courbes, typiquement une encolure, une emmanchure, simplement la courbe sur la ligne de taille, tout ce genre de choses, en fait c'est ce type d'outils qui vont vous aider à faire de jolies courbes et à avoir quelque chose qui soit harmonieux, ne pas avoir de bec, etc. Donc c'est très utile. Ça demande quand même un petit coup de main. Maintenant je pense que vous avez des vidéos sur internet pour vous expliquer, voilà, selon, en fait si vous voulez, quand vous faites, par exemple quand on commence la ligne d'emmanchure, quand on part de la ligne de dessous de bras, il faut le poser dans ce sens-ci, quand on arrive sur le haut il faut le poser dans l'autre sens, enfin voilà, il y a quand même des petites techniques à connaître pour que votre courbe soit harmonieuse et qu'elle se positionne bien par rapport à la forme de votre corps. Mais ça, je suis sûre que c'est des choses que vous apprenez sur internet. Mais voilà, un petit outil très pratique, je sais plus du tout combien ça coûte, mais pareil, je vous mettrai un lien. N'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté sur pistolet perroquet pour voir ce qui vous convient le mieux. Moi je crois que ça c'est le plus complet et du coup ça fonctionne très bien. Si vous n'en ressentez pas le besoin, prenez l'autre version, voilà. Ça changera pas grand chose, vous pourrez quand même faire beaucoup de choses avec. Tant que vous faites pas du patronage pur et dur, vous pouvez quand même vous prendre des choses plutôt basiques. Une équerre, alors c'est pareil, ce genre d'outil sera surtout utile quand vous allez faire du patronage, mais par exemple, ne serait-ce que si vous voulez raccourcir un vêtement par rapport au patron qui vous est donné, avoir une équerre, c'est super pratique parce que vous vous mettez juste sur votre milieu devant, votre milieu dos, vous prenez votre ligne de milieu devant, milieu dos, et bam, vous pouvez raccourcir votre vêtement. C'est beaucoup plus simple comme ça. Après, si vous voulez faire avec votre règle japonaise, juste faire des repères, etc., évidemment que c'est possible. Si vous n'avez pas envie de raccourcir votre vêtement, voilà. Il y a plein d'autres alternatives. Moi, je trouve que l'équerre, c'est simplement une équerre que j'ai de quand j'étais à l'école. Ça fonctionne très bien. L'outil rapporteur me sert de temps en temps. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Donc voilà, je trouve que ça peut avoir une certaine utilité quand on modifie un peu ses patrons. Et la dernière chose, c'est donc cette règle métallique. Alors la mienne fait 80 cm. Je crois que normalement c'est quand même recommandé d'en avoir une d'1 mètre. Maintenant, pour mon utilisation, 80 cm c'est bien. Parce que je peux la ranger dans mon placard. Si vous voulez, c'est un placard qui a une porte, des portes coulissantes. Et donc si ma règle faisait 1 mètre, je pense que je n'arriverais pas à la rentrer dans le placard. Donc là, parce que je la mets à plat, là du coup 80 cm c'est très bien. Ce qui est important surtout, c'est qu'elle soit très grande et qu'elle soit métallique. Pourquoi très grande? Parce que cette règle en fait va davantage nous servir à tracer de très grandes lignes droites. Donc par exemple pour des vêtements longs, type pantalon, robe longue, manteau, ce genre de choses. Ça vous permet de faire une ligne qui soit bien stable tout du long. Pourquoi aussi? Parce que comme elle est métallique, il y a son poids qui va jouer. Si vous essayez d'utiliser votre règle japonaise, si vous tenez juste au départ et que vous tracez votre trait, vous verrez qu'à la fin, votre règle elle a bougé, le trait il a bougé, ça va plus. La règle métallique, grâce à son poids, votre trait sera bien linéaire, la règle ne va pas bouger, etc. C'est utile aussi quand on va venir utiliser, je vous montrerai après par exemple un cutter rotatif. L'avantage c'est que vous n'allez pas abîmer votre règle. Si vous utilisez un cutter rotatif avec votre règle japonaise, vous allez couper un morceau de la règle, tout simplement. Très utile, elles sont très légères. Ce qui est important c'est de ne pas prendre celle, vous savez, qui se replie, parce que du coup il peut y avoir un petit décalage, c'est pas idéal, il faut vraiment en prendre une d'un seul tenant, sinon ça sert à rien, tout simplement, sinon n'en achetez pas, c'est plus simple. Je pense que éventuellement dans le futur, quand j'aurai un peu plus de place pour ranger, peut-être que je switcherai sur une règle de 1 mètre, c'est pas impossible. Maintenant j'ai celle-ci de 80 cm qui me convient bien, donc pour le moment je la garde et ça me suffit amplement. Alors pardon, quelques petites choses que j'ai oubliées dans cette catégorie parce que je les ai pas forcément à côté de moi. J'ai quand même noté une imprimante. Ça peut paraître tout bête, mais quand vous voulez imprimer les patrons chez vous, les patrons PDF, et ben en fait c'est bien utile. Alors encore une fois c'est pas indispensable parce que les patrons vous pouvez les acheter en version papier, vous pouvez les faire imprimer chez un imprimeur aussi, tout est possible. Néanmoins, avoir une imprimante à la maison, ça vous permet quand même de pouvoir imprimer le patron un petit peu quand vous voulez. Si le dimanche vous avez envie de commencer un nouveau projet et qu'il n'est pas imprimé, vous pouvez le faire à la maison. Quelque chose qui est utile que vous n'achèterez pas pour la couture, mais qui est quand même, je pense surtout à prendre en compte en fait quand on se lance dans
Dans ce hobby, c'est avoir une grande table, c'est quand même bien pratique quand on veut découper son tissu. Moi j'ai toujours découpé au sol parce que j'ai toujours été avant dans ma chambre simplement, et puis aujourd'hui dans un petit appartement, donc j'ai pas la place d'avoir une grande table. C'est vraiment quelque chose qui me manque pour décalquer les patrons, pour découper les tissus et les patrons aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'être au sol, on se casse le dos, on se fait mal partout. C'est comme ça, c'est pas pratique. Si vous avez la possibilité, que vous êtes dans une maison ou quelque chose comme ça, d'avoir une grande table, vraiment faites-le. Ça coûte pas forcément très cher, on prend une planche de bois, de tréteaux et ça fonctionne. Et vous pouvez, alors j'ai vu notamment la youtubeuse Natalia Trevino Amaro, si je dis pas de bêtises, qui a recouvert sa table de découpe d'un, vous savez, des tapis... les tapis de découpe auto-guérisseurs, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Et elle, en fait, elle a carrément recouvert toute sa table, donc ce qui lui permet, parce qu'elle, je sais qu'elle découpe au cutter rotatif, donc on va arriver sur cette catégorie, ce qui me semble superflu pour moi. Elle, je sais que c'est ce qu'elle utilise, et du coup, elle a juste couvert sa table de ce tapis, et en fait, c'est super pratique au quotidien. Donc, ça me permet justement d'arriver sur la dernière catégorie. Et un des éléments, c'est ce type de tapis auto-guérisseur. Je n'utilise pas de cutter rotatif, je vais vous en montrer un dans quelques instants, mais je m'en suis jamais servi. Ce type de tapis, moi je trouve que c'est utile forcément si on utilise un cutter rotatif, mais aussi juste pour protéger vos meubles quand vous épinglez vos vêtements. Parce que très souvent, on épingle à plat. Je vous avoue que toutes mes tables, en plus que ce soit mon bureau ou mes tables de salon, entre guillemets, qui sont des tables basses mais que j'utilise un peu comme je peux pour manger, etc. Elles sont en bois et que toutes elles sont rayées parce qu'en fait j'épingle à même le bois. Ce qui est pas bien, et en plus j'ai des tapis, c'est parce que les tapis c'est moche, mais j'ai des tapis auto-guérisseurs justement que j'utilise pour ça normalement quand j'y pense. L'avantage c'est que du coup ça va venir protéger votre table, et important de les prendre auto-guérisseurs même s'ils sont un petit peu plus chers. Quand vous allez venir découper ou même juste épingler, ça va pas, vous n'allez pas forcément garder un tapis en parfait état pour toujours, mais ça va vraiment aider à ce que les marques restent moins longtemps dedans et qu'elles soient un petit peu moins profondes, donc vous garderez le tapis plus longtemps. Je les ai pas pris avec moi, là j'en ai deux, c'est des produits qui coûtent un certain prix, on va être honnête. Maintenant je pense que l'investissement vaut le coup, prenez-en simplement un à la taille qui vous convient le mieux, même si c'est juste un A4 ou un A3, c'est déjà très bien. Et après c'est un peu moins pratique parce qu'il faudra peut-être le décaler à des moments quand vous épinglez ou quoi que ce soit. En attendant, ça fonctionne quand même pas mal et c'est mieux que rien. On passe donc, je vais commencer par ça, dans mes outils superflus, au cutter rotatif. Donc il se présente comme ça, celui-ci est de la marque Olfa. Je pense que je l'ai eu sur Amazon, en tout cas je sais qu'il est en vente sur Amazon. Et il est couvert de poussière parce qu'en plus c'est quelque chose qui est un petit peu huileux évidemment pour que ça roule bien, et du coup la poussière accroche dessus, c'est merveilleux. Donc ça se présente comme ceci, il suffit de descendre la protection ici pour l'utiliser et de la remettre. C'est donc une lame ici de 45 mm. Si je ne m'en sers pas, tout simplement. Je l'ai acheté parce que je voyais plein de filles s'en servir, ça avait l'air super, ça avait l'air magique. Je sais pas, j'aime le ressenti quand on coupe le tissu au ciseau. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît. Ça j'ai essayé de m'en servir et en fait ça demande un vrai coup de main pour aller droit, pour que ça coupe bien, voilà. Je pense que ça s'acquiert avec le temps, je lui ai juste pas trop donné sa chance. Après c'est aussi parce que je fais beaucoup de projets en chaîne et trame, en faisant quelques recherches j'ai vu que globalement c'était pas mal pour le jersey, surtout pour découper dans le biais. Et éventuellement pour la lingerie, pour les petites pièces de ce type. Donc à voir, je le garde quand même parce que je vais pas m'en débarrasser, je serais susceptible de le racheter dans le futur pour d'autres projets, donc ce serait bête. Mais vraiment pour le moment je m'en suis pas servie, moi je trouve que les ciseaux c'est la base, et surtout quand on débute, en fait c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus simple d'utilisation à mon avis en tout cas. Une autre chose, alors là la boîte elle est vide, mais normalement ce sont des boîtes que vous achetez remplies de canettes. Là les canettes je les ai données à mon copain tout simplement parce que j'ai acheté cette boîte, j'ai vérifié la taille des canettes etc. Pour autant, quand j'ai voulu m'en servir dans ma machine, ça n'allait pas. Et à l'époque, c'était mon ancienne machine à coudre. Est-ce que j'avais un boîtier ? Non, je crois que le boîtier était déjà intégré à la machine. Vous savez, selon les machines, vous avez le boîtier avec une canette, ou juste la canette, ou... c'est tout en fait. Et il faut faire très attention parce qu'en fait selon les marques, les canettes ne sont pas les mêmes, elles ne font pas la même taille, donc ni la même circonférence ni la même hauteur, et à 1 mm près bien sûr que ça joue et que vous risquez de casser votre machine tout simplement.
Donc il faut faire très attention à ça. Ma recommandation c'est, même si c'est plus cher, d'aller dans la marque de votre machine tout simplement. Sur mon ancienne machine ça n'allait pas. Sur la nouvelle non plus, puisque maintenant mes canettes sont filetées. Vous savez, vous avez le petit filetage en fait à l'intérieur. Donc mes canettes maintenant je les achète chez Husqvarna. C'est plus cher, clairement. J'ai pas de boîte pour les ranger avec, mais c'est celle qui fonctionne dans ma machine et pour rien au monde je n'oserais casser ma machine pour des canettes qui valent 3 fois rien. J'ai quand même gardé la boîte. J'ai donné du coup, je crois que j'avais acheté, c'était vendu par lot de 2. Donc j'en ai donné une boîte à mon copain. Lui les canettes vont dans sa machine je crois. Et il me semble qu'elles vont parce qu'en fait lui il a une machine, si je dis pas de bêtises, avec un boîtier et que du coup les canettes allaient dans le boîtier. Donc, ou alors c'est sur la surjeteuse. Bah non c'est pas sur la surjeteuse. Écoutez, je sais plus. En tout cas, je sais que lui il s'en sert, donc je lui ai donné. J'ai quand même gardé la boîte parce que là actuellement j'ai racheté, je crois que moi les canettes Husqvarna, il me semble qu'elles se vendent par 5. Donc j'ai dans ma machine en fait, vous savez le bras qui est amovible, j'ai des emplacements pour mettre les canettes, donc elles sont toutes là-dedans, celles que j'avais à l'origine plus celles que j'ai rachetées. Mais là si je veux en acheter d'autres, j'aurais pas la place de les ranger dedans, donc j'ai gardé la boîte pour pouvoir les ranger, c'est quand même très pratique. Autant la boîte, je trouve que c'est super, pour ranger vos canettes c'est merveilleux, ça évite qu'elles s'en mêlent etc, qu'elles se déroulent aussi, mais vraiment pour les canettes, et d'ailleurs c'est valable aussi pour les pieds presseurs, on voit beaucoup de lots de 50 pieds presseurs pour machine à coudre, universel, faites très attention, parfois c'est universel sur le papier et en fait ça se joue à quelques millimètres, malheureusement ça convient pas parfaitement à votre machine et vous risquez de l'endommager. Donc voilà, méfiez-vous de ce genre d'affaires. La boîte, super. Les canettes qu'on trouve sur Amazon, bof bof. On a l'outil qui a inspiré cette vidéo, le retourne-biais. Celui-ci vient de chez Bohin. Alors c'est con parce que j'ai enlevé le papier, j'ai enlevé le carton, mais je l'ai ouvert il y a une semaine, je vais le revendre immédiatement. Donc un retourne-biais ça se présente comme ça, je pense qu'à l'écran vous verrez rien, vous aurez le lien en barre d'infos. C'est censé être un outil par exemple voilà, pour les bretelles spaghetti, pour vous permettre de les retourner facilement etc. J'ai réussi à retourner 2 bretelles, mais là j'ai voulu en faire d'autres, je galère. C'est un enfer, ça se retourne pas bien, c'est compliqué. J'utilise une épingle à nourrice, ça fonctionne mieux. Et puis quand c'est des liens très fins, j'utilise la technique que je vous ai montré tout à l'heure, je replie juste le tissu en 4, je fais une surpiqûre. Peut-être que les finitions vous conviendront pas à vous, moi ça me pose aucun problème, ça tient bien et je me prends beaucoup moins la tête. Donc cet outil là pour moi complètement superflu. J'ai alors des petits outils dont j'ai dû me servir une fois chacun, et encore je crois que le maillet je m'en suis même pas servi. Les 2 viennent de chez Prime. Le maillet je pense que je crois qu'on peut s'en servir pour les boutons rivés quand on fait par exemple des jeans. Je pense que je m'en suis peut-être servi pour comme la pince là, pour mettre des... Est-ce que c'est pas des rivets, c'est des œillets sur le corselet Eugénie que j'ai cousu. Alors moi j'ai beaucoup galéré, je n'avais pas assez de force pour la pince, il a fallu que ce soit mon copain qui les mette à ma place. Moi rien à faire, ça restait pas. Peut-être que d'ailleurs il s'est servi du maillet en plus, j'ai un doute. Voilà, ça pour moi c'est vraiment du superflu. Si vous commencez à en utiliser régulièrement, à vouloir mettre des œillets, des rivets, ce genre de choses, ok. Maintenant au quotidien, franchement, je m'en sers pas. Je vous ai pas pris la boîte avec tous les œillets parce que la boîte est ouverte, donc forcément sinon j'en aurais foutu partout. Bon, je crois qu'il y a des astuces, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait des histoires d'embout. Bon, j'ai quand même mis un embout là, mais je crois qu'il y a des histoires d'embout selon ce que vous posez, etc. Ça mérite de s'y intéresser de plus près, en tout cas renseignez-vous bien avant d'acheter les outils parce que ça demande quand même une certaine prise en main. On a aussi ce petit outil qui est un poinçon, alors que moi qui est très beau en nacre, que j'ai trouvé sur une brocante, que je n'aurais jamais acheté sinon. C'est simplement pour retourner les angles. Donc c'est bien pratique, mais franchement jusqu'à maintenant je le faisais soit avec, vous savez, la pointe d'un critérium mais fermée. Enfin je veux dire la mine est rentrée mais on utilise juste la pointe en plastique, soit avec une pointe de ciseaux pointue en faisant ça très délicatement pour ne pas faire de trous. Ça fonctionne très bien aussi. Maintenant celui-là il était mignon, je le trouve en brocante pour quelques dizaines de centimes.
donc je l'ai pris. Voilà, un petit poisson, ça peut être utile pour retourner les angles. Autre chose que j'ai trouvé en brocante, cette Jeannette, alors que j'ai trouvé il y a pas longtemps, dont je ne me suis pas encore servie et qui est en bois. Alors ça, j'étais trop contente. L'avantage de celle-ci en plus, c'est que vous voyez, alors si j'y arrive, voilà, en fait, elle se plie et se déplie. Alors là, forcément, je suis sur mes jambes, pas sur une surface plane, donc ça fonctionne pas très bien, mais voilà. Pourquoi une Jeannette ou tout autre coussin de repassage? Par exemple, là, pour faire des manches. Du coup, forcément, les manches ne tiennent pas. Vous pouvez pas insérer la table à repasser dans une manche parce que c'est trop grand. Vous allez pouvoir l'insérer dans une Jeannette. Une Jeannette, c'est juste une petite table à repasser finalement. Pour les petites pièces, c'est pratique. Vous avez aussi, donc comme je vous disais, les coussins de repassage. Par exemple, pour faire des angles, pour faire des formes un peu rondes, ce genre de choses. C'est des choses qui sont très utiles, mais quand vous commencez à les utiliser plus régulièrement, à faire des pièces spécifiques ou ce genre de choses, vraiment quand vous commencez, vous embêtez pas avec ce genre de choses, ça prend de la place, ça coûte de l'argent, et vous le rentabiliserez pas suffisamment. Ensuite on a, alors ça vous voyez, c'est un truc que j'ai acheté dont je ne me suis pas servie. Marge de couture, ok, ils appellent ça comment? Règle perroquet incurvé souple, donc c'est pour ça. Je pense que ça c'est le perroquet et que ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était un pistolet. Donc le perroquet n'a qu'une seule courbe, enfin que dans un sens, vous n'avez pas le retour ici. Je vois que c'est aussi gradé, numéroté sur des petits carreaux, façon règle. Ça je trouvais que c'était pratique, par exemple quand vous venez retracer ou retoucher une emmanchure, c'est très très important que la courbe fasse toujours la même taille sur la manche que sur le corps pour qu'elle puisse bien se marier quand vous allez les coudre ensemble. Donc je l'avais pris pour ça. La réalité c'est que je ne m'en suis jamais servie. Je la garde, j'espère que je m'en servirai un jour, j'ai bon espoir quand je ferai un petit peu plus de patronage. Clairement c'est du superflu. Encore une fois, tout dépend de votre utilité. Maintenant, moi je vous dis pour... ouais, je coupe quand même pas mal, je modifie pas mal mes patrons. J'ai jamais eu à m'en servir pour le moment. Donc voilà. Et alors les dernières choses que j'ai à vous donner dans cette catégorie, je ne les ai pas. Alors soit je les ai pas là avec moi, soit j'en ai pas du tout je pense, mais je les ai quand même notées. On a déjà bien sûr la surjeteuse. Alors la surjeteuse c'est un truc dont on entend énormément parler. Et écoutez, moi à ce jour j'en ai toujours pas. Un parce que j'ai pas la place, tout simplement. Deux parce que c'est pas un budget que j'ai envie de mettre pour le moment. J'aimerais néanmoins apprendre à m'en servir, voir si c'est quelque chose qui pourrait m'être utile dans le futur. Je songeais beaucoup à en acheter une quand j'étais sur ma machine précédente, parce que je faisais toutes mes finitions aux coutures anglaises, donc qui nécessitent un peu plus de tissu, un peu plus de temps de couture. Sinon je faisais du point zigzag, mais c'est vraiment pas esthétique et c'est pas aussi efficace. Je suis un petit peu revenue de ça parce que sur la machine que j'ai maintenant, j'ai des points de surfilage qui sont faits justement pour remplacer une surjeteuse. Alors ça c'est extrêmement gourmand en fil, ça c'est certain, mais au final ça me permet d'économiser sur un autre outil et du coup de gagner vraiment de la place. Voilà, pour moi à ce jour la surjeteuse c'est vraiment pas indispensable, et encore moins quand vous commencez vraiment avec la machine. On peut tout faire, il y a plein de techniques pour faire des petits ourlets roulotés ou des petites choses, c'est juste que ça prendra plus de temps, mais c'est tout à fait faisable, et il y a plein de finitions qui sont magnifiques à la machine à coudre, donc ne vous embêtez pas avec une surjeteuse au départ. Dans le futur, peut-être que vous serez content d'en avoir une. Moi, je vous le dis sincèrement, à ce jour, je ressens pas du tout le besoin. Une autre chose, c'est la roulette. Alors la roulette, on m'en avait donné une quand j'ai commencé la couture. J'avais un peu de mal à comprendre à quoi ça servait. J'ai appris. Je crois que je l'ai donné, vendu. C'est pas un outil que j'apprécie. En fait, c'est un outil dont vous allez vous servir, par exemple, quand vous avez une pince sur un vêtement. Vous allez poser votre patron sur votre tissu, vous allez venir repasser sur la ligne de pince, et du coup quand vous allez enlever le patron, ça va venir, vous aurez des petits points en fait qui vont tracer la pince sur votre tissu. Je me souviens qu'à l'époque je trouvais ça très fastidieux, ça allait beaucoup plus vite de tracer avec une craie, et puis ensuite la craie part à la machine. Je suppose que quand on veut faire de très beaux vêtements avec de très belles finitions, etc., ça peut être utile. Maintenant sincèrement, moi je m'en sers pas, et en plus ça demande un petit peu de prise en main quand même. Enfin pour commencer, vous embêtez pas avec ce genre de choses. Une autre chose, ça peut être la centrale vapeur. Alors, aujourd'hui je n'en ai pas, je vous avoue que j'aimerais bien en avoir une, ce serait quand même mieux. Maintenant ça prend de la place, c'est pareil, et puis c'est un budget. Moi j'ai un fer à repasser
Je pense que ça fait 10 ans que je l'ai, je crois que ma grand-mère me l'avait offert pour mes 20 ans. C'est un petit fer à repasser Calor qui fonctionne très bien. Une centrale à vapeur, c'est sûr que c'est mieux, il y a plein d'avantages. L'idéal même, c'est les tables d'aspiration qui sont incroyables. J'ai appris à coudre avec des tables comme ça et c'est juste fabuleux, les presses, voilà, j'adore ça. Maintenant, la réalité, c'est que dans un petit appartement, un fer à repasser, ça fonctionne très bien. Évidemment qu'on peut toujours avoir du mieux, je pense qu'il faut aussi des fois revenir un peu en arrière. À mon sens, en tout cas, si vous devez choisir, investissez dans une bonne machine plutôt que dans un bon fer à repasser, enfin ou en tout cas dans une centrale vapeur. Et pour terminer, je dirais l'outil pour faire les boutonnières. Alors vous savez, on a ces espèces de petites règles extensibles qui ont vu le jour, alors que moi j'ai découvert il y a pas très longtemps. Qui vous permettent de faire des boutonnières très régulières. Vous avez juste à l'ouvrir de la hauteur que vous voulez, vous posez sur votre vêtement, vous faites vos repères de points et puis c'est fait. Sincèrement, ces gadgets, vous pouvez tout à fait mesurer manuellement. Maintenant, je pense qu'on gagne du temps et je vous avoue qu'il n'est pas impossible que j'en achète une dans un futur proche, parce que je pense quand même que ce serait pas mal et surtout j'ai de plus en plus d'idées de projets avec des boutonnières, donc peut-être que j'en achèterai une. Maintenant, voilà, encore une fois... c'est des choses qui vous permettent de gagner un petit peu de temps, mais sincèrement vous n'en avez pas besoin pour faire de la couture. Et écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors encore une fois je m'excuse parce que là j'ai beau reculer, j'ai le soleil, donc j'espère qu'à l'image ce sera ok pour vous. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile aussi et surtout. Si vous avez d'autres gadgets, d'autres outils auxquels vous pensez, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse. Et puis du coup à me dire dans quelle catégorie vous est-ce que vous les mettriez, parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Et encore une fois, peut-être qu'il y a des choses que je trouve superflues que vous adorez. Si vous avez des conseils sur comment utiliser certains outils, n'hésitez pas non plus. Voici en tout cas mon avis, j'espère qu'il sera utile à certaines d'entre vous. Je vous dis du coup rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo qui sera donc le bilan couture du mois d'août. D'ici là je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée. Écoutez, chez moi il y a du soleil, j'espère que chez vous aussi. Et puis je vous dis à vendredi. Ciao.